Bien, merci beaucoup pour toutes vos présentations qui m'ont appris beaucoup de choses. Donc, ceci est un début de discussion complètement à chaud parce que je n'avais lu aucune des présentations avant qu'elle ne soit donnée. Peut-être en premier, j'aimerais commencer par des thèmes qui me semblent coupés au travers des trois présentations. Et ensuite, j'aimerais poser quelques questions à chacun des conférenciers. Alors, pour ce qui coupe au travers des trois présentations, une chose que je trouvais très éclairante, c'est que, sciemment ou non, vous avez tous introduit différents niveaux d'échelle dans vos analyses. Et à chaque fois, quand on changeait de niveau d'échelle, on avait une histoire différente. Et on va retrouver dans mes questions pour chacun et chacune des conférenciers. Une autre chose qui coupait au travers de toutes les présentations, c'était la question des migrations et des déplacements, que ce soit des migrations étrangères vers un autre État ou depuis un autre État, ou bien des gens déplacés à l'intérieur. Bon, dans les deux cas, on a eu des déplacements forcés à cause de la guerre. Et à chaque fois, ça me faisait poser la question, mais c'est qui fait ce dont vous me parlez? Par exemple, pour le bio, c'est qui faisait du bio? Des agribusiness, des gens qui étaient là depuis, qui s'installent récemment, des gens qui s'installent récemment mais qui vivaient là depuis longtemps. Ou dans votre cas, qui va cultiver et irriguer vous avez parlé de gens qui sont partis à l'étranger, qui sont revenus pour s'agglutiner dans les bidonvilles autour des centres-villes. Mais il y en a aussi qui essaient de retourner récupérer leurs terres. Est-ce que ce sont eux qui vont irriguer ou est-ce que ce sont des nouveaux arrivés? Vous avez mentionné les élites dans le parc national, enfin à côté du parc national. C'était des élites qui étaient d'origine de cette région-là ou des élites qui sont devenues des élites au travers de la guerre civile et sont devenues proches de Museveni? Même chose pour, là on parle des gens qui disent qu'ils possèdent la terre, mais pour les métayers, vous nous avez parlé de métayage. Ils viennent d'où les métayers? Ils viennent d'ailleurs en Ouganda ou ils viennent de l'étranger? Et pour moi, insérer les migrations à l'intérieur de l'analyse, ça me semble vraiment important dans chacun de vos travaux. Une autre chose qui me semblait couper au travers de toutes vos présentations, c'est que finalement, le freehold ou le private land, ça n'a pas l'air de protéger grand monde. Et j'ai vraiment l'impression que ce qui protège le plus l'agriculteur, c'est un statut qui permet qu'il ne soit pas expulsé et qui puisse transmettre le droit de cultiver à ses enfants. Et ça peut très bien passer par autre chose qu'un freehold ou une terre privée. Bon, moi, ma spécialité, c'est la Palestine. Et là, je reflète tout à fait ce qui se passait dans l'Empire ottoman. Les Palestiniens étaient inexpulsables et pouvaient transmettre leur droit de cultiver à la génération suivante. Et c'est pour ça qu'ils ont massivement refusé d'inscrire leurs terres comme propriété privée lorsque le Code civil ottoman a changé en 1880. Et parce qu'en fait, ils savaient que si leur terre devenait privée, ils étaient tous surendettés. Le taux d'endettement au 19e siècle est affolant en Palestine. Et ils savaient que si la terre était privée, leur prêteur la voudrait comme collatérale et qu'alors ils risquaient de la perdre et d'être expulsés. Donc, je me pose la question pourquoi chacun des gouvernements dont on parle semble obsédé par les titres de propriété, parce que finalement, ça n'a pas l'air d'être le plus important. Ensuite, dans deux présentations, j'ai entendu parler de sécurité alimentaire, peut-être même dans les trois. Mais je serais curieuse de voir comment chacun des acteurs la formule. Dans la première présentation, c'était une ONG qui voulait faire du bio pour la sécurité alimentaire. Pourtant, le bio, j'ai l'impression, ça s'exporte plutôt que se vend sur le marché intérieur. Alors, est-ce que c'est vraiment pour la sécurité alimentaire? Alors, la sécurité alimentaire de qui? C'est peut-être pas plutôt la sécurité financière de personnes? Et finalement, comment est-ce que cette agriculture se réalise? Est-ce que c'était de l'agriculture sous contrat qu'on voit par exemple en Ouganda? Je sais que DFID, déjà en 2002, voulait répandre l'agriculture sous contrat partout dans toute l'Afrique. Alors, ça, c'est des questions que je vous adresse à tous. Maintenant, pour des questions spécifiques. Alors, pour la présentation sur le bio,
je fais un peu le rôle de l'agent provocateur. Hein, pas de problème. Alors, si un conseiller de M. Donald Trump vous avait écouté, je crois que lui aurait été très heureux à la fin de dire « Vous venez de prouver que plus l'État est aux abonnés absents, et mieux on peut développer le bio. Ouais, okay. » Alors, je fais l'agent provocateur. Non, mais je suis ravie que ce soit le cas. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette interprétation? Que ferait sûrement un conseiller de M. Donald Trump? Une autre question pour la présentation sur le bio. Quelle spécialisation dans le pays? Parce que vous nous parlez en 1981, là, le Kulika Charitable Trust qui démarre le premier réseau d'acteurs en agriculture bio. C'était tout au même endroit en Ouganda? C'était partout en Ouganda? Comment vous le spécialisez dans le pays? Et comment est-ce que ça se lie à la configuration politique du pays? Alors, ensuite, pour Victoire, question très bébête, mais j'aimerais vraiment savoir d'où viennent les métayers dont vous avez parlé. Et l'autre question qui vient avec, c'est où va le lait? Il est vendu sur les marchés locaux, c'est pour faire du yogourt qui est exporté, est-ce que c'est inséré dans des circuits d'exportation ou est-ce que c'est entièrement local? Maybe I should switch to English for specific questions on the Afghanistan. I hope it's easier. Did you understand what I said earlier? Yes. Okay, there were comments that were cutting across everything. Okay, once again, I'm the provocating agent here, okay, so please don't be offended. But we read a lot about qanats as traditional and water infrastructure in Iran and Afghanistan. And they were apparently quite developed in Afghanistan, but suffered a lot from the American military operations after 2001. So when you say you're lacking infrastructure, how about restoring qanats? Is that feasible? They are linked to a very specific land structure and forms of land exploitation. Is that possible? Have these social institutions disappeared? So it's impossible to restore qanats? I know that after 1979 in Iran, the new regime was very proud to say they'd renovated 1 million qanats. I never could check whether it's true or not, but they claimed it. Another question, which is very provocative, but I have to ask it. You didn't mention growing puppies at all. Yes. Isn't that a form of agriculture that is very lucrative and benefits from irrigation? What role does it play right now? Huge. Okay, well, you didn't mention it, so I had to ask. I'm sorry. That's good. Okay. I forgot. Évidemment, il y a sûrement d'autres questions, mais je ne sais pas si vous voulez... C'est peut-être bien déjà de donner un temps de réponse. Oui. On voit des questions. On procède comment? On fait dans l'ordre? Donc, est-ce que je dois bouger l'ordinateur? Pour le rapprocher de... Ok. Hop. Oula. Ah, je suis en train d'embarquer mon manuscrit. Ok. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces questions. Je vais répondre en 3 temps. Un premier temps où je vais répondre aux questions spécifiques au bio, puis plutôt les questions qui traversaient nos travaux, parce que notamment sur deux aspects que vous avez relevés. Donc sur la provocation Donald Trump, moyen d'État mieux c'est, je suis ravie que vous la posiez parce que c'est aussi la question que j'avais posée en fin de présentation, où je mettais en évidence que ça a favorisé au démarrage les initiatives bio le fait qu'il y ait une absence d'État, sauf que dans l'histoire qui se poursuit du bio, le fait que ce soit un État où, entre guillemets, les choix de modèles d'agriculture ou les choix d'options de développement agricole, c'est un peu une question de menu, c'est-à-dire que chacun propose ses solutions. C'est une réelle menace pour le développement notamment du bio, parce que ça veut dire que en gros les intrants chimiques de synthèse sont largement maintenant diffusés en Ouganda, donc c'est des pertes de marché à l'exportation. Il y a une menace aussi des OGM assez forte, donc qui menace aussi les marchés et donc la stabilisation du secteur biologique. Et finalement, à laisser le champ libre, finalement, c'est un peu le plus fort gagne, quoi. Et donc celui qui aura les plus gros moyens financiers pour développer l'agriculture. Donc ça a favorisé l'essor du bio, mais ça le menace aussi grandement aujourd'hui, par exemple, en tout cas. Et puis aussi une limite qui a souvent été mise en avant dans le contexte ougandais, c'est que finalement les initiatives privées se développent facilement, mais de là à ce qu'elles prennent, elles se développent beaucoup plus
souvent, il y a des problèmes d'infrastructure, des problèmes de financement, d'investissement. Donc, voilà, l'absence d'État n'est pas forcément un mieux sur le long terme. En tout cas pour le bio, ça c'est sûr. Donc vous décevez le conseiller politique de Donald Trump. Je pense, ouais. Ça me fait plaisir. Moi, j'aurais trouvé peut-être un moyen de le faire. Voilà, donc sur la spatialisation, je trouve que c'est une très bonne question, c'est une très bonne remarque, et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui peut manquer dans mon travail. Effectivement, les premières initiatives, en fait, c'était surtout autour du royaume du Buganda. Kulika a travaillé vraiment dans le cœur autour de Kampala. Donc, pour vous donner un ordre d'idée assez simple, le coton bio et le sésame bio, c'est principalement dans le nord. Donc effectivement, il y a un lien entre l'évolution du conflit dans le nord de l'Ouganda, la préservation des terres qui est beaucoup plus importante par exemple que d'autres régions. Et donc ça a vraiment joué sur l'évolution de la filière coton par exemple. Ensuite, la région centre, c'est plutôt maraîchage et fruits tropicaux. Et donc, ça facilite, c'est un facteur important puisque ça facilite beaucoup le transport, puisque c'est vraiment tout près de la capitale pour être ensuite envoyé en avion. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a, et c'est vrai que je ne l'ai pas forcément bien illustré, donc je n'aurais pas forcément des éléments hyper précis à vous apporter là-dessus. Mais je pense que ce serait un truc à creuser. J'avais envie de revenir rapidement sur deux thèmes que vous avez soulignés comme étant transversales à nos présentations et sur lesquels j'avais envie de rebondir. Le premier, donc sur la sécurité alimentaire. Alors, si on reprend la définition de la FAO de la sécurité alimentaire de 2016, je crois, il y a 4 piliers de la sécurité alimentaire. Donc, alors, si je me souviens bien, c'est la disponibilité, la stabilité, la production et puis voilà, l'accès. Et donc, il y en a qui considèrent que s'il y a une amélioration des revenus des producteurs, et notamment il y a des papiers qui ont montré ça dans le cas ougandais, par exemple, grâce à la production biologique, ça participe à améliorer la sécurité alimentaire du ménage. Bon, il y a aussi plein de travaux en économie qui montrent que ça ne veut pas dire qu'il y a une meilleure répartition au sein des ménages, donc ça ne veut pas dire que toute la famille bénéficie de cette retombée financière. Donc ce serait vraiment un sujet, et c'est d'ailleurs, le CIRAD est en train un peu de réfléchir à un vrai sujet qui essaierait de lier sécurité alimentaire et agriculture biologique. Alors l'autre élément sur lequel j'avais envie de répondre aussi sur la sécurité alimentaire, c'est que en fait le développement, par exemple, les promoteurs au sein de Nogamous sont très lucides là-dessus. Donc ça a beaucoup été boosté pour l'export en raison notamment du nombre de financements dédiés à ce développement-là. Mais ils ont remarqué aussi que c'était fragile, que donc par exemple sur la filière coton, ils ont eu des altercations avec le gouvernement, donc la filière a capoté, ils ont perdu tout leur marché, et donc finalement c'est assez précaire et c'est parfois, comment dirais-je, c'est pas forcément très stable de dépendre que des marchés à l'export. Donc il y a eu 2 stratégies qui ont été poussées par Nogamous avec ses bailleurs. Ça a été diversifier les produits d'exporter, donc pas seulement exporter les produits traditionnels de rente, mais d'autres produits, plus développer les filières locales et notamment d'essayer de cibler la demande émergente voilà, dans les grands centres urbains d'élite qui commencent à s'intéresser et qui a conscience des problèmes de contamination aux produits chimiques, qui recherchent des produits sains. Donc voilà, et donc c'est une manière finalement de contribuer à améliorer la sécurité alimentaire de la population. Bon là pour le moment d'une élite, mais peut-être à terme plus largement. Et j'avais pour terminer envie de terminer en répondant sur la question de qui est la notion de migration, et je partage cette idée que je trouve que récemment tous les travaux comment dirais-je, qu'interroger nos objets à la lumière de circulation, de migration, de dedans, de dehors, en fait c'est quelque chose qui nourrit, qui est assez riche. Et on voit bien finalement, ça permet de relativiser à chaque fois en fait ce qui vient ça permet d'éviter de tomber dans le piège de surestimer ce qui vient de l'extérieur ou ce qui vient ou ce qui est complètement intérieur et endogène avec des spécificités très particulières, mais d'essayer du coup en l'abordant autour de cette notion de circulation de vraiment être au cœur des dynamiques le plus réel quoi, on va dire, dans le banal Mais c'est de l'agriculture familiale, vos agriculteurs bio? Oui, c'est une particularité, c'est pour ça que j'avais choisi l'Ouganda d'ailleurs.
Parce que, par exemple, en termes de nombre de produits exportés, l'Afrique du Sud est un pays qui est beaucoup plus, enfin, qui exporte beaucoup plus de produits bio. Sauf que quand on rapporte le niveau de production au nombre de producteurs, il y a, enfin, je caricature un peu, mais il y a 5 producteurs, c'est des Afrikaners et c'est des grandes plantations. En Ouganda, je divisais, on était à 200 000 producteurs, donc ça voulait dire que socialement, il y avait des dynamiques intéressantes à regarder, en tout cas, qui me semblaient, qui m'intéressaient. Voilà. J'ai fini. Merci. Thank you. Thank you very much. Concerning your general remark, if I well understand, it was mainly the one which is related to Afghanistan. It was mainly related to returnees that they were coming that they are coming to the country. We have two types of returnees which are coming from abroad, and at the same time we have domestic displaced people which are coming which are there from Iran and Pakistan. We have time to time the people, they are coming back by themselves, so they are not registered with an UNHCR, and when they see that there is no opportunity for them, so they are coming back. So that's why around 3 million they came back after the new government coalition which established there. And at the same time, there are some Afghans that they are registered with UNHCR, which are living still in Iran and Pakistan, which is around 1.7 million still in Pakistan, or around 1 million in Iran. So they don't have nationality, nothing, but only a paper that they can stay in this country, so they're there. But the returnees which they are coming back, one of the obstacles that they have provided for the land in Afghanistan is that they are not going back to their rural areas. So they are coming across the big cities like Kabul, Balkh, Herat, Kandahar, these big cities. And that's why you can see that the population has increased too much in the cities. For example, during 80s, 90s in Kabul, around 400,000 people were living, while now it's more than 5 million. So it's a huge displacement inside the country. And the people who are the domestic displaced people, they are mainly those people who are immigrated or due to natural disasters like flood, drought, all these things. So that they were dependent highly to the agriculture sector, but they have nothing to do after drought, so that they are obliged to be displaced. And the other one, the other part is those who are displaced due to war. For example, there is huge war between government, international coalition, and the Talibs. So the people, they are obliged to leave their places. And once they are coming to the city, so they got habit of the city and living in the city. So it will be difficult to go back for them, and they don't go back. It's one part. Regarding Kanat in Afghanistan, yes, still this let's say this capacity is there in the country, but not at the same which was before. There are several factors that affected this irrigation scheme in the country. One is mainly that water table has reduced. It has gone more than 10-15 meters in several places. So when the water table has gone down, they are dry now. So it will be very much difficult to bring water from all these to the surface. So that's why it takes a long way in order to bring it. But in some parts, still we are using that. At the same time, in some parts of the country, as I told that international aid, apart that it has supported a lot the people, it brought a lot negative impacts as well. For example, we have traditionally a kind of
collective action, which we call it hashar. The people, they are coming all together, they're cleaning their canals, they're cleaning their roads, they were making their roads, all that. But by coming the international aids and working through NGOs, so this mentality has been disappeared. So now the people, they're waiting that which NGO which has received fund from Ministry of Rural Development is coming and cleaning their canal. So once you don't clean the canal in 1, 2, 3 years, so it's going to be to disappear. Is the other thing. Regarding poppy cultivation, yes, unfortunately we are providing 90% of the poppy of the world, and this production is mainly is mainly happening on this 40% area which the government has no authority there. So that's why it's a black market there, and insurgents they're getting a lot of resources from this one, and they are living with that one. And the other good things with the poppy cultivation for the farmer is that for the farmer it's really like a chocolate. Because they don't need to go for any credit scheme, they don't need to go for any market, they don't need to go anywhere. So the mafia is going to bring them credit on their home. They are going to buy their products from the place, and there is huge market for that. So that's why it's a good business, but the thing is that the income of the poppy for the farmer is not so much different with another cash crops, for example, from fruits, all that. All the surplus is going to the value chains, which is adding. It's not for the farmer. So that's why farmers have a choice. Can they choose to do wheat? Exactly. They are going to do the wheat. They are going to do, for example, cotton, as she discussed. But the problem is that if he is going to produce wheat, so or he has to consume it for the family, and or when he is going to the market, so he has to sell it 7 kg for 100 avs, or for during the let's production time, it fell down up to 50 avs, which is less than €1 for 7 kgs. So exactly, a huge market risk. And while for the poppy, I mean, he can keep it on one side of his house, and whatever he wants, he's going to sell it. Yeah. So it's more profitable. And the thing is that the policies which has been pushed till now, it was not to alleviate the poppy, because for example, if they wanted to make farmers to compete with the poppy, so they should provide, for example, facilities for the farmers in order to use that. For example, any product of Afghanistan except saffron, we don't have certification for that. So the only market that we have is Pakistan, India, maximum Emirat. So we don't have access to Europe, for example, because we don't have certificate or certification system. For example, Rural gap certificates or field to fork certificates. Exactly. For example, there was agriculture bank before the war. So it was providing credits to the farmer. But since 2001, the first thing they have done, it was to destroy the bank. So there is nothing. So the farmer needs credit in order to buy, let's say, agricultural inputs on the time. But unfortunately, when there is not, so they are going for the people who are going to give them loan, but with a very high loan rate. And these are the aspects that mainly affecting that, and more apart from all these things is the war and persuasion of the black market there, and being insurgents there. So they are pushing the people in order to cultivate more.
merci pour ces questions. C'est vrai que c'est des choses que j'ai pas eu le temps de préciser. Donc, par rapport à la question des élites qui se trouvent autour du parc et de leur origine, en fait, il y a deux cas de figure. Il y a des élites qui ont été sélectionnées dans les années 60, donc par le premier régime de beauté. Dans ce cas-là, il s'agit à la fois d'élites qui avaient des origines locales, mais aussi des élites qui, par exemple, l'ancien ministère des Affaires intérieures, mais se pose aujourd'hui la question de qui va hériter de ces terres. Et est-ce que le gouvernement va remplacer les titulaires de ces terres, parce que ce sont des baux sur des terres gouvernementales. Donc c'est une question qui va se poser. Après Museveni, quand il arrive au pouvoir et qui redistribue une partie des terres des ranchs, c'est majoritairement des gens qui sont originaires de l'Ancolé, et surtout c'est des gens qui ont fait partie de son armée. Donc on compte notamment son frère, Salim Sané, un autre général à la retraite qui a le ranch numéro 1. J'ai pas tous les noms. C'est vrai que cette zone des ranchs, j'y ai fait du terrain, mais surtout exploratoire, parce que c'est très politiquement contrôlé, et donc c'est difficile d'y accéder. Et il y a peu de registres qui existent avec les noms on a les noms ceux qu'on appelle les squatteurs, donc ceux qui sont des déplacés, des réfugiés internes, mais sur les noms des personnes qui ont hérité des ranchs en tant que tels, il y a peu d'informations. Mais il y a aussi, par exemple, le père de la femme du principal opposant de Museveni, Besigye, sa femme Winnie, qui est l'actuelle directrice de Oxfam, qui a des terres dans les ranchs dans ces ranchs-là. Donc oui, c'est plutôt il y a deux cas de figure, mais je dirais que majoritairement c'est des élites proches de Museveni et qui sont originaires de l'Ancolé. Par rapport à la question des métayers, c'est une question passionnante en Ouganda, parce qu'au moment de la colonisation, quand le Bouganda, donc c'est le royaume qui est situé sur la région centrale, était au cœur, les investissements pour le développement se situaient majoritairement dans ce royaume. La majorité des migrants qui devenaient alors métayers venaient de l'Ouest, donc de l'Ancolé et aussi du Rwanda. Parce que aussi, le Bouganda se trouve être une région où il y a des titres de propriété centenaires qui datent de 1901. Donc c'est là où la propriété privée a été introduite en premier. Si on se déplace à l'ouest, donc là en Ancolé aux abords du lac Aboro, on se rend compte que maintenant les migrants viennent toujours du Rwanda, ça c'est toujours une réalité, mais surtout encore plus du sud-ouest, donc encore plus dans les zones occidentales de l'Ouganda. Et alors, je pense que ce qui permet de répondre à la question du pourquoi à chaque fois on se déplace de plus en plus à l'ouest, c'est parce que la propriété privée commence à peine à arriver dans ces régions-là. Et donc les individus qui avaient des terres qui n'étaient pas enregistrées doivent les enregistrer aujourd'hui, donc ces enregistrements ont un coût. Parfois ils doivent même racheter la parcelle parce qu'en fait ils étaient sur une terre mais c'est pas eux qui l'ont fait enregistrer, c'est quelqu'un d'autre, et cette personne qui a enregistré vient en leur disant bah maintenant tu dois me payer un loyer ou tu dois me racheter la terre, c'est moi qui ai le titre de propriété foncier, et en fait ils migrent pour aller travailler dans des zones où la propriété privée est arrivée, où les systèmes de production se sont tournés vers une économie de marché, et donc là où il y a de l'argent, et donc là où il y a la possibilité de payer du travail. Et donc je pense que c'est comme ça qu'on peut expliquer à chaque fois le fait que les migrants viennent de plus en plus à l'ouest. Ouais, c'est plutôt Rwanda et vraiment extrême sud-ouest de l'Ouganda. Au Bouganda, j'avais rencontré des Congolais, mais vraiment pas beaucoup. Voilà. Et par rapport à la question du lait, alors il y a de l'exportation, mais surtout vers le Congo. Sinon, c'est plutôt pour le marché local, puisqu'il y a une progression de la population urbaine et donc un marché justement du lait, du fromage qui se développe. Et des opportunités. Est-ce que c'est dans la tradition culinaire ougandaise, du fromage et du yogourt? Le lait, oui. Surtout à l'ouest, le lait et le ghee, donc c'est cette espèce de beurre. Oui, ça fait partie.
Et maintenant, c'est un peu comme le poulet en Ouganda. C'est comme le poulet frit et le lait, ça devient des objets de consommation à la mode, ou en tout cas, ou des objets de consommation modernes pour les classes moyennes urbaines. Et il y a aussi tout ce discours de on a besoin de calcium, il faut manger du lait pour les enfants, avec évidemment... je sais que Nestlé a récemment établi un partenariat, mais je connais pas bien, c'est quelque chose que je dois davantage explorer. Mais, et donc j'imagine avec des projets d'exportation vers d'autres... Tu connais le livre How Milk Became America's Favorite Drink? Non, je le connais pas. Ce serait intéressant de comparer ce qui se passe maintenant en Ouganda avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Bon, il nous reste peu de temps, mais une petite dizaine de minutes, donc on peut prendre quelques questions venant de la salle. Qui a l'impatience. Ouais. Bon, merci. Moi, je remercie de nous ont présenté vraiment les résultats un peu de la recherche. Et je vais surtout un peu mettre l'accent sur l'Ouganda. C'est un l'Ouganda où Pauline, Victoire surtout, donc, nous ont présenté ce qu'ils ont eu en Ouganda. C'est parce que aussi je suis originaire du Congo, de l'Est, voilà, de l'Est donc du Congo. Alors, disons de part, envoyer un peu la représentation pour voir en fait, un peu la disparité, moi je vois un peu disparité des politiques et de priorités agricoles. Donc, Pauline qui développe l'agriculture biologique, qui est aussi promu par l'État, et Victoire, c'est l'agriculture, je peux dire, encore un peu conventionnelle, je peux dire. Voilà. C'est un peu les deux, donc j'ai constaté c'est un peu les deux. Et je me dis, en fait, ces agricultures, ça reste encore un peu disons, au niveau des élites, moi j'ai l'impression. Je ne sais pas la part vraiment des petits producteurs un peu dans ces types vraiment d'agriculture. Et puis, j'ai l'impression, surtout en revenant à l'agriculture biologique, bon, j'ai comme l'impression que, bien sûr, ce sont les élites, et c'est plus tourné vers l'exportation. C'est surtout l'exportation. Alors, je ne sais pas, au niveau, par exemple, de l'agriculture vivrière, je ne sais pas, est-ce que c'est appliqué aussi, l'agriculture biologique? Voilà, je vous remercie. On va peut-être prendre 2 ou 3 autres questions pour finir la séance. I actually have a question for you. Yeah. The subjects you mostly answer quickly. It's mining resource. What kind of resource you have in Afghanistan? And if there was any sort of effort to develop this industry, either with the aid of the international efforts or with the government since 2001. Moi, j'aurais peut-être une petite question à Victoire, c'est le parc national qui était sur la diapo de départ, il a un petit peu disparu du paysage en cours de route. Et je me demandais où il était passé, c'est-à-dire, est-ce que pendant le conflit, c'était une base arrière pour la guérilla? Est-ce que c'est une base de repli maintenant pour des migrants ou des gens qui veulent récupérer de la terre qui n'y arrivent pas? Voilà. Est-ce qu'il a été petit à petit grignoté ou est-ce qu'il est à peu près dans son périmètre? Bien sûr. Et moi, j'ai une question peut-être à tous les trois. On a l'impression en vous écoutant que les différentes phases du conflit ont introduit une rupture qui serait l'arrivée massive d'aide internationale, mais qui se situe sur des champs qui se prêtent à la reconstruction ou la configuration militaire. Donc ça semble être une forme d'innovation introduite par la guerre. Pour autant, est-ce que dans les modes de distribution de l'aide, on ne retrouve pas des continuités de modes de distribution qu'on voyait auparavant dans la distribution des autres types de rentes? L'aide ne constituant en ce sens-là qu'un nouveau type de rente, mais on retrouve des modes de distribution clientélistes, des modes de distribution de solidarité locale, familiale. Voilà, Ouais, bon, je vais commencer. Donc, je sais que ma présentation n'était pas forcément très claire. En tout cas, le développement du bio s'est fait en Ouganda en marge de l'État.
Et ensuite, ça s'est adossé à des formes, à la présence d'organisations, d'institutions qui étaient en place en conventionnel en agriculture. Et donc forcément, le bio est venu buter dans son développement avec ces organisations-là. Donc l'État s'est finalement progressivement intéressé, mais ça reste quand même un intérêt à la marge. Ça, c'est une petite précision. Sur l'agriculture bio, si c'est une agriculture produite par des élites, faudrait en fait répondre à plusieurs. Est-ce que le bio c'est une agriculture d'élite? Est-ce que c'est des petits producteurs? Donc en fait, l'agriculture biologique en Ouganda repose vraiment sur des exploitations familiales. En moyenne, c'est des exploitations qui font 1 hectare et demi au maximum. C'est une agriculture qui a été fortement boostée parce qu'il y a eu beaucoup de financement pour l'exportation, donc forcément il y a un plus grand développement. Or, en fait, les exploitations qui produisent du bio produisent une diversité de produits. Donc ils produisent des produits de rente, mais aussi des produits qui vont être consommés par la famille. Donc quand on standardise, qu'on applique le cahier des charges biologiques pour l'exportation, on doit référencer toutes les parcelles qui sont produites sur l'exploitation parce qu'on doit mesurer les risques qui vont être les risques de contamination aux produits chimiques. Donc on va référencer tout l'environnement de la parcelle. Donc forcément, les produits, les cultures autour de la parcelle qui va être exportée et qui va être certifiée biologique doivent être à minima sans intrants chimiques de synthèse, sans OGM, pour éviter les contaminations croisées, voire des contaminations aux intrants chimiques. Donc ça suppose que finalement, les produits autour sont biologiques. Mais s'ils ne sont pas certifiés, ils ne peuvent pas être exportés. Donc ça veut dire qu'il y a tous ces produits-là qui sont généralement consommés par la famille, qui vont être en partie toujours autoconsommés, et d'autres qui vont être produits en surplus vont pouvoir être commercialisés sur des marchés locaux. Et là, sur les marchés locaux, aujourd'hui, c'est valorisé sur des marchés ruraux sans signe distinctif de qualité, soit du bouche à oreille entre voisins qui connaissent la qualité des produits vont le savoir et donc consommer des produits biologiques. Donc là, ça va s'adresser plutôt à une population alentour des parcelles agricoles. Et Nogamou développe des initiatives collectives de commercialisation de produits biologiques à destination des plus gros marchés urbains. Et c'est par exemple... il y a un marché à l'ambassade américaine tous les je sais plus quel jour, voilà, et donc là ils invitent des producteurs bio. Il y a un café très prisé de l'île Campalaise qui s'appelle Prunes, où il y a des producteurs qui vendent des produits bio, mais ça peut être des livraisons de paniers au sein de l'ambassade française, voilà, ce type d'idée, voilà. Et donc là, ça s'adresse effectivement plutôt à une élite urbaine, à la fois expatriée, mais aussi, et ce que disait aussi Victoire, c'est une élite qui commence à s'inquiéter de la qualité de ses produits, de ce qu'elle mange, de couvrir les besoins, de limiter les maladies, etc. Voilà, donc c'est à la fois l'élite, mais pas que. Voilà. Ouais, pardon. Bon, ben voilà, c'est... Ah, mais non, mais j'ai... Ouais, c'est pas grave. Pardon, excusez-moi. Okay. Thank you. Regarding mine resources, okay, there's huge list of different mines, but mainly in Afghanistan we have copper, we have iron, we have emerald, we have these are the main parts. Some countries like China, they try to invest. Even they have invested in copper in Logar province, and Americans some companies they have tried to invest on iron in central highland area on the center of Afghanistan, but due to lack of proper contractual, let's say, issues, the work has been stopped. And for Logar, with the Chinese, the issue was the security. So the Talib, they have come and took over the charge of the area, and they have left. So that's why still security is a part that which is mainly disabling this type of huge investments in the country. Par rapport à la question sur les modèles agricoles et son accaparement par l'élite,
En fait, l'État promeut un modèle, mais ne met pas en place les services publics pour l'atteindre, ce qui fait que c'est davantage l'élite qui a à la fois les ressources administratives pour le faire qui est avantagée. Par rapport au parc national du lac Mburo, j'aurais dû mettre les abords du parc national du lac Mburo. C'est vrai que c'est un peu disparu dans la présentation, donc merci pour la question, comme ça je vais préciser. La taille du parc, elle a diminué de 60% depuis les années 60, donc ce n'est pas rien du tout. Et actuellement, les frontières du parc sont plutôt bien gardées parce que les agents... les gardiens de parc sont en fait plutôt des paramilitaires. Donc c'est assez dissuasif directement. Et aussi les troupeaux de vaches qui rentrent sont confisqués et des amendes sont mises. Mais bon, là encore, qui a les moyens de payer les amendes? Ce sont les élites. Donc on retrouve encore cette élite qui a les moyens de payer des passe-droits. Je crois que c'était tout. Oui, je pense que c'était tout. On va arrêter. Merci.